Jean Jouzel, bonjour. Oui. Alors nous nous sommes rencontrés il y a maintenant presque 2 ans à la veille de la COP 21. C'était à Rennes. C'était à Rennes, vous n'étiez pas très optimiste. Et maintenant que c'est réalisé, quel est votre objectif par rapport Oui, à ça? c'est vrai que pour la COP 21, je pense que dans les mois qui ont précédé, on craignait toujours l'échec. Personne n'espérait que la COP se traduise par un accord universel, ce qui a été le cas. Ceci étant, j'aime bien rappeler que la COP 21 n'est qu'un point de départ parce que même si les pays tenaient leurs engagements, ce que j'espère quand même pour l'essentiel, pris à la conférence de Paris, eh bien nous sommes plutôt sur une trajectoire de réchauffement vers 3 degrés et demi. Donc en gros, l'accord de Paris a été un succès, mais il faut absolument en augmenter l'ambition et c'est assez difficile dans un contexte où les États-Unis risquent de se retirer à cause de l'élection de Donald Trump, c'est très clair. Alors, 195 signataires au moment de la COP 21. Qu'est-ce qu'ils ont... Il y avait une ratification à faire quelque temps après à New York. Qu'est-ce que ça a donné? Donc, dans l'accord de Paris, il y a 4 étapes. La première, c'est à la fin de l'accord, les gens disent OK, mais ça, c'est un engagement moral et verbal, je dirais. Ensuite, il y a la signature de l'accord qui a été ouverte du 21 avril 2016, il est ouvert jusqu'au le mois prochain, puisqu'elle sera définitivement fermée le 20 avril 2017. Et puis il y a l'étape de ratification. Il ne suffit pas d'avoir signé, il faut que les pays ratifient. Cette étape de ratification, elle est importante puisque l'accord ne rentrera en vigueur que si 55 pays responsables de plus de 55% des émissions le signent. C'est le cas, il y a 130 pays qui l'ont ratifié actuellement. Et en fait, même si les États-Unis s'en retiraient, ce niveau de 55% des émissions serait dépassé. Donc l'accord de Paris rentrera en vigueur comme prévu après 2020. Mais il y a une 4e étape qui est que les pays doivent déposer les instruments de ratification. Ils ne doivent pas simplement dire on s'engage à faire, mais ils doivent dire comment ils vont faire et aussi dire comment finalement les autres pays peuvent vérifier que ce qu'ils se sont engagés à faire sera effectivement réalisé. C'est ce qu'on appelle le processus MRV, d'être capable de vérifier, de rapporter, c'est-à-dire de mesurer, de vérifier, de rapporter. Ce mécanisme est très important parce que c'est la seule façon d'avancer, que chaque pays on puisse vérifier que les engagements qu'ils ont pris sont des engagements volontaires, mais soient effectivement tenus. Mais alors, bon, est-ce qu'il n'y a quand même pas un effet de manche? Parce qu'on a vu COP21 hyper médiatisé, COP22 qui est passé complètement sous silence, COP23 qui arrive à Cologne, initié par les îles Fidji. Bon, est-ce que, Pierre Rabhi dit à la COP55 qu'il n'y aura encore rien de fait. Quelle est votre opinion par rapport à ça? D'abord, toutes les COP ne se valent pas parce que, disons qu'il y a les COP où il y a effectivement des accords. La troisième, celle de Paris est la 3e de ce type. Le premier accord, c'était Kyoto à la COP 3 en 95. Les Américains ont refusé de signer. Oui, après, ils ont refusé en tout cas de ratifier. Ensuite, Copenhague qui a été un échec et Paris. Donc c'est tout à fait normal que c'est assez logique que la COP22 à Marrakech ait eu moins de visibilité puisqu'il n'y avait pas d'accord à la clé. Par contre, il y a eu des choses intéressantes à Marrakech, c'est que quand on parle des outils de ratification, eh bien leur dépôt a été avancé. Il aurait pu être, et maintenant il a été décidé qu'il serait déposé avant 2018. Donc c'est quand même assez intéressant puisque les pays comptaient sur 2019-2020 pour remonter remonter l'ambition de l'accord de Paris. Mais effectivement, je conçois ce que dit Pierre Rabhi, c'est beaucoup trop lent. Disons, même si on peut reconnaître le succès de l'accord de Paris par son caractère universel, il faut aussi bien redire que l'accord de Paris, et c'est inscrit dans cet accord, est insuffisant par rapport à l'objectif de 2 degrés. Tout le monde s'insurge un petit peu contre l'élection de Trump. Bon, on ne va pas discuter par rapport à ça, mais l'impact que ça peut avoir. Mais on a l'air d'oublier un petit peu que les Chinois, par exemple, font 2 centrales par charbon par semaine. Moi, j'ai l'impression que les États-Unis ont moins d'impact que la Chine ou que les pays émergents.
En termes d'émissions de gaz à effet de serre, il y a pratiquement un facteur 2 actuellement entre la Chine et les États-Unis. La Chine a pris la tête à peu près depuis 2005. Au début des années 2000, c'était les États-Unis qui étaient le premier pays émetteur. Alors la Chine, effectivement, continue à faire du charbon, mais les émissions en Chine, au moins pour ce qui concerne le gaz carbonique, je rappelle qu'il y a d'autres gaz à effet de serre, le méthane, le protoxyde d'azote, eh bien la Chine, disons, est en train de stabiliser ses émissions. Celles des États-Unis sont plutôt tendance à légèrement diminuer, comme celle de l'Europe, mais la Chine est en train de stabiliser aussi parce que il est essentiel pour eux de lutter contre la pollution qui est associée très généralement à l'utilisation du charbon. Alors, vous êtes aussi glaciologue dans toutes les références internationales que vous avez, toutes les compétences que vous avez. Bon, on parle de réchauffement au niveau de l'Antarctique, avec des répercussions de réchauffement aussi sur le permafrost. Et les Russes sont même en train de faire d'éventuelles voies ferrées pour relier. Enfin, ça paraît des aberrations. Enfin, je veux dire, ce genre de démarche. Il y a un impact qui est quand même pas négligeable. Oui, disons, ce n'est pas une bonne nouvelle que, disons, ce qu'on observe à cause du réchauffement climatique, c'est que les glaces de l'Arctique ont ce qu'on appelle la banquise, la glace de mer sur l'océan Arctique a tendance à diminuer de façon claire. Il y a, disons, à la fin de l'été, c'est là qu'elle est minimale. Il y en a à peu près 2 fois moins, disons, maintenant qu'il y a une cinquantaine d'années. Et on peut penser qu'avec le réchauffement en cours, dès 2050, l'Arctique sera libre de glace. Pratiquement durant les mois d'été, jamais l'hiver bien sûr. Alors certains pays, et la Russie, mais pas seulement, c'est vrai aussi pour le Canada, commencent à équiper des ports et donc disons, fait des voies ferrées et les accès à ces ports, aussi bien disons, autour de l'océan Arctique, aussi bien du côté canadien que du côté russe. Et puis il y a surtout l'exploitation, ça ouvre aussi des possibilités d'exploitation de minerais, mais aussi de gaz, de pétrole dans ces régions. Et dès maintenant d'ailleurs, ce sont des régions très au nord de l'Arctique dans lesquelles par exemple la péninsule de Yamal, qui est pratiquement au-delà du cercle arctique, dans lequel il y a beaucoup de production de gaz en fait. Ce sont ces régions gazières de la Russie, elles sont aussi dans les régions plutôt proches de l'Arctique, au moins pour certains puits de gaz et exploitation. Donc il y a ce risque d'exploitation du gaz et du pétrole en Arctique qui est effectivement pas une bonne nouvelle. À un moment, on devrait tout faire pour, au contraire, limiter notre utilisation des combustibles fossiles. Alors, le Canada, bon, il est un peu attiré par ce qui se passe au niveau du Groenland, hein, ça fait partie des choses qui sont possibles. Mais est-ce que quelque part, bon, vous êtes un missionnaire qui a une sacrée tâche à assumer, est-ce que quelque part il n'y a pas une espèce de déni un petit peu global où tout le monde dit bon, c'est pas moi c'est l'autre, c'est pas moi c'est l'autre, et puis finalement est-ce que la solution ne viendrait pas de chacun d'entre nous, et est-ce que la solution c'est pas finalement la nature qui va l'imposer en disant ok, maintenant parce que c'est comme ça, nous je vais faire ce qu'il faut et puis ça va se mettre en place? Non, je sais que l'initiative individuelle reste au cœur du problème, parce que même s'il y a des législations qui sont mises en place, on voit en France la loi sur la transition énergétique, la réalité de tous les jours, c'est que ce sont les collectivités, les individus aussi qui vont faire que cette transition énergétique se fasse ou non d'ailleurs. Hein, donc c'est plus notre comportement individuel, collectif également, parce que beaucoup de décisions, par exemple sur le transport, ne peuvent pas être prises simplement individuellement, mais c'est exact qu'on doit faut espérer s'appuyer sur une prise de conscience, mais cette prise de conscience est extrêmement difficile, extrêmement lente. Il suffit de regarder les élections présidentielles. Dans notre pays, eh bien, ce problème de climat n'est pas au cœur des discussions et en tout cas est certainement pas au cœur des choix des électeurs eux-mêmes. C'est clair que quand on parle, disons, le critère environnemental est loin derrière beaucoup d'autres, le critère de sécurité, de chômage, de plein emploi, par rapport disons, à tous ces aspects liés à la lutte contre le réchauffement climatique et plus généralement à la protection de notre environnement. C'est pour ça que je pense que la nature, quand elle aura un petit peu ras-le-bol, elle va imposer son dictat et on n'aura rien à dire. Oui, mais la nature va imposer son dictat, mais de façon extrêmement brutale, parce que l'élévation des niveaux des mers, l'augmentation des événements extrêmes, donc sans parler de fin du monde, c'est vrai qu'il y a beaucoup de régions qui seront beaucoup moins agréables, dans lesquelles il sera beaucoup moins agréable de vivre. Comme par exemple la Corse, nous nous trouvons en Follelie au parc Galéa actuellement. Ouais. Si jamais il devait y avoir la moindre montée des eaux, il est clair que toutes les villes qui sont en bord de mer, dans un rayon de 500 mètres de hauteur, seraient submergées. Oui, non, disons
c'est vraiment... Disons, le risque pour le moment, c'est déjà, même des élévations du niveau de la mer de 40-50 cm, ce sont 200 millions d'habitants sur cette planète qui doivent quitter l'endroit où ils vivent, et c'est pas rien du tout. C'est moins chez nous pour le moment, mais disons que la France n'est pas parmi les pays les plus vulnérables, mais on a vu qu'il y a quand même des régions côtières, y compris en Corse, où l'érosion peut, si l'élévation du niveau de la mer, bien sûr, elle se poursuivra. L'érosion aussi, ça accélère dans certaines régions, donc ce n'est pas négligeable. Mais en termes disons, de véritables pertes humaines, je dirais, par rapport à l'élévation du niveau de la mer, ce sont des régions plus, ou en tout cas de réfugiés climatiques, de gens qui sont obligés de quitter l'endroit où ils vivent. 65 millions estimés par des professionnels. C'est vraiment des pays comme l'Asie du Sud-Est, le Bangladesh, mais aussi le Vietnam, aussi une partie de la Chine, de la Thaïlande, qui sont des pays très affectés, ou le delta du Nil. Mais il y a des endroits en France qui sont également touchés par des élévations du niveau de la mer de quelques dizaines de centimètres, comme la Camargue, voire 2 mètres, la Camargue, bien sûr. Et une dernière question, puisque nous sommes en Corse, qui a une ambition d'être autonome, j'ai pas dit nationaliste, mais en énergie en 2050, qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre Pour moi, c'est l'exemple à suivre. Si j'ai bien noté l'objectif de la Corse d'être autonome énergétiquement, ça veut dire, si je comprends bien, comme la Corse, n'entrevoit pas de possibilité de forage pétrolier, du moins pour le moment, ou de centrales nucléaires raccordées par exemple. Voilà. Eh bien, ça veut dire largement se construire autour de l'efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables. C'est quand même bien ça le projet, et donc c'est un projet auquel j'adhère pleinement. Les îles sont effectivement des laboratoires du futur en termes de développement des énergies renouvelables, parce que c'est aussi synonyme de relocalisation des sources énergétiques, d'un autre modèle de développement, et c'est très bien que la Corse s'y engage. Donc là, votre dernier livre, c'est Quel climat pour demain? On peut trouver ça aux éditions Aux éditions Duno. Voilà. Est-ce qu'il y a un site où éventuellement Oui, je crois que vous allez sur les éditions Duno, Jean Jouzel et Olivier Noyas, les livres. J'en avais aussi publié un peu il y a 2 ou 3 ans dont le titre était 2 degrés, Objectif 2 degrés, et puis un autre chez Olivier Jacob, Planète Blanche, avec Claude Lorius et Dominique Reynaud. Jean Jouzel, merci beaucoup, peut-être dans quelques mois encore. Avec plaisir, merci beaucoup.